Merci de regarder Média Business Télévision. Merci de suivre votre émission Tableau économique. Cette émission qui décrypte l'actualité économique en RDC, mais également partout dans le monde. La RDC à l'épreuve de la Covid-19, vous le savez, la pandémie de la Covid-19 a créé beaucoup de dégâts sanitaires dans le monde, mais également des dégâts économiques. Alors, quelles sont les stratégies de résilience économique pour faire face à l'après-Covid en RDC? Nous allons en parler tout le long de cette émission avec quelqu'un qui n'est plus à présenter, M. Al Kitenge, qui est stratège et analyste économique. Nous allons tourner autour de cela tout au long de cette émission. M. Al Kitenge, bonjour. Madame, bonjour. Merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Tout de suite, d'entrée de jeu, j'aimerais que vous nous disiez un peu quels sont les dégâts qu'a subi notre pays, les dégâts économiques qu'a subi notre pays à la suite de la crise de la Covid-19. Le premier dégât, il est simplement sanitaire. Cette crise a créé une panique telle que nos structures sanitaires, n'ayant pas des plans stratégiques d'urgence, se sont retrouvées complètement débordées et ont mesuré les faiblesses qui sont les leurs. Et ça, probablement, c'est aussi une opportunité parce qu'on peut partir de là pour dire comment on fait pour pouvoir résister à une prochaine catastrophe. Mais ce qui est arrivé le plus gravement, c'est le côté économique. Exactement. Il faut dire que la plupart des petites entreprises qui vivaient au mois par mois ont fermé. Exactement. Faute de revenus pour être en mesure de soutenir les loyers, les salaires et le reste. Et cette coupe dans les PME est d'une gravité incroyable, d'autant plus que l'État congolais n'avait pas les moyens de pouvoir leur déployer des soutiens qui puissent leur permettre de repartir. Et aussi, il faut remarquer que la plupart de systèmes que l'État congolais a mis en place, par exemple le congé dans le paiement des taxes, le rapport par rapport aux intérêts à payer dans les banques, mais les loyers également. Aussi vite que l'État a fermé un petit peu l'œil, les banques ont repris les pressions, les bailleurs ont repris les pressions, et bien entendu, la fiscalité a repris les mêmes pressions. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la plupart des petites entreprises qui commençaient à naître et qui commençaient à se consolider ont disparu avec la crise de Covid-19. Mais il faut quand même aussi remarquer que même dans le secteur informel, ce qui utilise plus de 90% des Quinois en particulier, il y a eu beaucoup de dégâts dans la mesure où il y a des gens qui vivaient au jour le jour et leur marché c'était Kinshasa, mais pas Kinshasa en général, mais la Gombe. Et voilà, quand la Gombe a été fermée, très malheureusement, il y en a beaucoup qui ont réellement mis la clé sous le paillasson et c'est malheureux. Avez-vous l'impression que, en fait, nous vivons encore cette crise? Est-ce que la RDC s'en est sortie? Non, pas du tout. La RDC ne s'en est pas sortie dans la mesure où notre système sanitaire reste aussi précaire qu'avant. Et en cas d'une difficulté similaire, nous ne saurons pas réagir de bien meilleure façon. On n'en a pas tiré de leçon, me semble-t-il. Et du point de vue économique, nous sommes en train de galérer. Nous avons une seule chance, c'est que les matières premières ont augmenté de prix. Je parle de matières premières minières. Et ça, c'est pas de notre fait, c'est juste un petit avantage qui va nous être bénéfique pendant un temps et ce n'est pas évident que ça nous permette de résoudre nos problèmes. Par rapport aux autres pays, la RDC ne s'en est pas sortie. En fait, les autres pays sont sortis plus que nous ou parce que la crise a touché tous les pays. Il faut savoir que sur le plan africain, la RDC est classée très faible. Et notre chance, c'est que nous avons un très grand territoire. Et si vous regardez la manière dont la crise sanitaire s'est étalée sur le continent, ça s'est concentré sur Kinshasa et un petit peu le Congo central, un petit peu le Lubumbashi, un petit peu Goma. Le reste du pays est resté quasiment intouché. Et ça, c'est la chance d'avoir un territoire large et d'avoir une mobilité faible. Vous imaginez un seul instant si, avec le degré de faiblesse des infrastructures et des systèmes sanitaires que nous avons en province, si nous avions un éparpillement intensif de la maladie sur le territoire, ça aurait été la catastrophe. Ceci dit, il y a une raison qui justifie que nous soyons si faibles. Nous n'avons pas assez d'argent. Nous avons un budget de 4 à 5, 6 milliards de dollars, mais c'est le même budget que le Congo-Brazzaville pour 4 millions de personnes. Nous sommes à 20 fois plus de personnes avec quasiment le même budget. Et dans ces conditions, on ne peut pas être efficace. On n'a pas les moyens de pouvoir nous défendre du point de vue sanitaire, mais on n'a même pas les moyens pour être en mesure de pouvoir apporter du secours à nos propres petites et moyennes entreprises, comme le font beaucoup de pays dans les pays développés. Et très malheureusement, c'est ça la réalité et il faut savoir que nous ne pouvons pas tenir longtemps. En cas de pandémie, les pauvres meurent plus vite. À force égale de frappe, nous allons être dans une situation catastrophique et il est important que nous puissions être en mesure de tirer toutes les leçons nécessaires
pour que si jamais il y a une autre pandémie, que nous ayons au moins pu préparer notre capacité de réponse. Mais puisque vous parlez des faiblesses, quelles ont été les faiblesses exactes pour que notre pays a connues pendant cette crise? D'abord, la première faiblesse, c'est la taille de l'économie qui ne permet pas à l'État d'avoir suffisamment de réserves pour être en mesure d'intervenir en cas d'urgence. Vous savez, quand il y a une urgence, vous ne dépensez pas le même montant que vous dépensez tous les jours, vous dépensez plus. L'État n'a pas de réserve pour être en mesure de dépenser plus. À partir du moment où l'économie s'est arrêtée, l'État s'est retrouvé dépourvu. Nous n'avons pu continuer à fonctionner que grâce au fait que certaines organisations internationales nous sont venues en aide, aussi bien du point de vue sanitaire que du point de vue financier. Mais il y a quand même 3 leçons fondamentales qu'il faut tirer de ça. La première, c'est qu'on ne peut pas continuer à rester une économie extravertie. On s'est vu qu'en cas de crise mondiale, tout le monde s'est refermé sur lui-même. Les exportateurs de riz et des autres biens, ils ont refermé leurs frontières, ils ont gardé les biens sur leur territoire et nous sommes tombés dans une situation d'insuffisance de produits alimentaires, surtout dans une ville comme Kinshasa. Et d'ailleurs, le chef de l'État a essayé d'organiser des collectes de biens sur le Bandundu et le Congo central, en utilisant y compris les moyens de l'armée. On s'est rendu compte que nous ne nous sommes jamais réellement préparés à ce scénario. Ça montre toute la question du plan stratégique de réplique en cas de catastrophe, mais également toute la capacité de notre économie domestique à pouvoir donner des réponses à notre situation, et en temps normal ou en temps de crise. Ce qui montre clairement que la qualité d'extraversion de notre économie n'est pas une qualité réelle, c'est une véritable destruction. Je le dis de manière simple en disant chaque fois que nous importons de biens inutiles, nous sommes en train de jeter nos emplois par la fenêtre. La deuxième faiblesse, et on s'en est rendu compte, c'est que l'économie informelle n'est pas soutenable. Tous les petits débrouillards qui s'en sortent au jour le jour, il a suffi d'une moindre crise et qu'on ait arrêté l'activité de tous les jours, qu'on ferme la Bombée. Il y a des gens qui sont morts, non pas de maladie, mais de faim. Exactement. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'un pays sérieux ne peut pas avoir une telle proportion de son économie dans l'informel, parce que l'informel, c'est l'ensemble de toute cette activité qui ne donne pas sa contribution à l'État pour que l'État soit en mesure de s'occuper de ce qui nous concerne tous. Et il est important, de mon point de vue, que aussi bien la question de l'extraversion de notre économie et la qualité informelle de notre économie soit arrêtée tout de suite et qu'on ait des réponses intensives pour être en mesure de convertir notre économie. Et la troisième faiblesse, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est la faiblesse de la taille de l'économie. Nous ne pouvons pas continuer à avoir 50 milliards de dollars de PIB et d'avoir 4, 5, 6 milliards de dollars de budget. C'est des budgets des équipes de football dans certains pays et on doit être en mesure de savoir que les besoins de développement de ce pays, les besoins de qualité de service aux citoyens sont énormes. Et il nous faut donc des moyens, il nous faut donc travailler autrement que comme nous avons travaillé par le passé. Et ça pose toute la question de l'inclusion. Et cette maladie nous a quand même démontré de manière assez claire qu'on a 2 pays dans un pays. On a le côté urbain et le côté rural. Et le côté rural n'a pas été touché par la Covid-19 parce que le côté rural ne vit pas la même réalité que nous. Et le côté rural n'a pas été touché par la maladie parce qu'il y a très peu d'échanges entre le vrai urbain et le vrai rural. Nous vivons notre situation en ville ici avec les moyens de l'État et les gens qui sont dans les milieux ruraux sont totalement abandonnés. Ils vivent leur vie en dehors du temps et de l'espace et les réalités et les contraintes du pays ne sont pas les leurs. Et je pense qu'il est grand temps qu'on apprenne à avoir une taille et une qualité de l'économie qui rendent des services aux citoyens et qui nous donnent la dignité. Avez-vous l'impression que nos services sanitaires ont été à la hauteur de cette crise? Non, vous savez, souvenez-vous que aussi vite que la crise de Covid est arrivée, même la communication a été tellement catastrophique qu'il y a des médecins qui commençaient à fuir des malades et des malades qui fuyaient l'hôpital. Ça montre clairement que les gens ne sont ni psychologiquement ni matériellement préparés. L'une des choses que les gens disaient, c'est que nous ne sommes pas équipés pour être en mesure de donner du service aux malades. Alors, pour se protéger, les médecins et les infirmiers commençaient à fuir l'hôpital et à fuir les malades. Ça, c'est une des premières des choses. Et deuxième chose, il s'est avéré clairement que nous n'avons pas un plan stratégique de réplique en cas de catastrophe dans notre système hospitalier. Ça veut dire qu'en fait, dans notre système de santé, il n'y a pas un plan d'urgence. En cas de problème, comment nous réagissons? Les médecins et les hôpitaux ont réagi comme si nous étions en temps normal, mais nous étions dans une crise qui était une pandémie mondiale. Nous n'avions pas de plan. Et à côté de ça, il faut quand même reconnaître que le modèle économique de notre système de santé est très faible. Il est basé sur le fait que chacun de nous paye ses soins de santé avec son argent de poche. Et en cas de difficulté des payants, l'hôpital est en arrêt. Et donc je pense qu'il faut réinventer notre système sanitaire. Et il est temps d'ailleurs, ça ne devrait même pas être
une question qu'il faut attendre au niveau du gouvernement, au niveau du système sanitaire. C'est le citoyen qui doit être celui qui réclame un système de santé beaucoup plus sûr. Parce que dans la situation où nous sommes, si nous avions la sévérité qu'a connue l'Europe ou l'Amérique, je crois que la population se serait exterminée ici. On a de la chance, les phénomènes naturels font que nous n'avons pas été touchés aussi sévèrement que l'Europe. C'est vrai que le professeur Muyembe et ses équipes et tous ceux qui travaillent autour font un peu de leur mieux, mais on peut savoir et sentir que si nous n'avions pas d'aide extérieure, on n'en serait pas là où nous en sommes, même avec la faible sévérité que nous avons au niveau de la crise. Je pense qu'il est important de questionner notre système de santé dans sa fonctionnalité, dans ses côtés médicaux, mais également dans son système financier. Mais avec cette crise, quand il a fallu entrer en confinement de 4 jours, je crois que le gouverneur avait annulé après, je suis allée au marché de Selemba où c'était la catastrophe. Tout le monde s'était entassé parce qu'il fallait justement faire des provisions. Mais finalement, personne ne croit à cette maladie parce qu'on s'était entassé de cette manière pour avoir un sac de farine, un sac de maïs, de manioc. Vous savez, ces gens que vous avez vus à la sauve qui peut, ont essayé de survivre. Vous savez, quand on vous dit vous allez mourir de maladie et que vous avez faim, vous savez que vous pouvez mourir de faim aussi. Mais ce jour-là, vous savez qu'on a vendu une botte de feuilles de manioc à 4 000 francs. Bien sûr, à 3-4 fois plus cher que le prix. Parce que c'est la panique. Ça, c'est lié à la panique. Et d'ailleurs, ce jour-là, si le gouverneur n'avait pas allégé cette mesure, nous aurions eu une émeute dans cette ville. Et je crois qu'il a été très sage, il a entendu et compris ce que les services de renseignement lui ont donné comme information et il a laissé cette décision. Elle aurait été catastrophique. Mais encore une fois, ça démontre le manque de discipline collective lié au simple fait que l'État et les citoyens sont complètement détachés. Et ça, c'est encore une démonstration du fait que l'État n'a pas les moyens de pouvoir contrôler les citoyens. Si l'État avait dit, écoutez, vous allez rester chez vous, mais on vous livrera 5 kilos de riz par semaine, 3 kilos de haricots et que vous aurez 200 $ pour survivre le temps que nous comprenions de quoi il est question, chacun serait resté calmement chez soi. Mais l'État n'avait aucune proposition. L'État n'avait même pas les moyens de pouvoir intervenir. Il disait simplement aux gens, restez chez vous, on va vous confiner. Et vous avez vu la réaction. Mais finalement, alors le peuple congolais a de l'argent parce qu'en un jour, le gouverneur annonce cela et le lendemain, on achète une botte de feuilles de manioc à 4 000 francs. Non. On parle économie, on s'est endetté ou non, les gens ne se sont pas endettés. Il y a eu ce qu'on appelle la spéculation. Exactement. Ça veut dire qu'en fait, si j'ai 10 000 francs, ce n'est pas parce qu'il y a une grève que mes 10 000 francs vont devenir 20 000 francs. Mais si on me dit le bien que j'achetais à 2 000 et demain, il n'y en aura pas. Aujourd'hui, je dois l'acheter à 5 000. Je l'achète à 5 000. Je résous le problème immédiat. Et comme vous le savez très bien, ça ne voudrait pas dire que j'ai beaucoup plus d'argent. Ça voudrait simplement dire que je prends le risque, y compris de lâcher le peu d'argent que j'avais pour faire des choses planifiées. Et pour autant qu'on ne sait pas de quoi il est fait le lendemain, tout le monde se décharge de ce qu'il a pour être en mesure de s'assurer une certaine sécurité. Okay. À partir du moment où la demande devient supérieure à l'offre, bien entendu, la spéculation arrive et les prix montent. Au vu de votre expérience, M. Kitenge, quelles leçons économiques pouvons-nous tirer de cette crise? Je vous ai décrit les leçons que nous pouvons tirer de cette crise. C'est qu'on ne peut pas continuer à avoir une économie qui dépend des importations. C'est à la limite de la bêtise collective. On ne peut pas continuer à avoir une économie qui est complètement déstructurée et qui est complètement dans l'informel. C'est un manque de solidarité, un manque de responsabilité collective. On ne peut pas développer un pays si on n'a pas des revenus fiscaux et des revenus des taxes. Et c'est très difficile pour nous de pouvoir vivre collectivement de bonne manière si la plupart d'entre nous ne cotisons pas au niveau de la caisse de l'État. Et troisième chose, l'un dans l'autre, ça nous impose d'avoir une économie qui est proportionnelle à la taille du pays en termes de superficie, mais également en termes de nombre. Nous, on a l'avantage d'avoir ce qu'on appelle les avantages numériques. Nous venons après le Nigeria et quelques deux autres pays. C'est un avantage et c'est un inconvénient. Ça coûte cher. Mais ça coûte cher si la plupart d'entre nous ne travaillent pas de manière formelle. Mais si tout le monde peut travailler de manière organisée, formelle et déclarée, nous aurons suffisamment de moyens pour avoir l'habitat qu'il faut, avoir la voirie qu'il faut, avoir l'hygiène et le système sanitaire qu'il faut. À un moment donné, c'est une question de choix, mais je pense que le chef de l'État et le gouvernement ont l'obligation de parler aux Congolais et leur dire que nous sommes passés à côté de la catastrophe. Ça aurait pu être beaucoup plus grave et on ne peut pas continuer comme ça. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui importent plein de biens
y compris des biens qu'on peut produire ici. La seule chose qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils détruisent l'économie congolaise. Ils empêchent de créer des emplois ici, ils empêchent de créer le travail ici. Et on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça simplement parce que ça s'appelle du pillage. Et politiquement parlant, je crois que le chef de l'État a l'obligation de stopper ça. Parlons du taux de change pendant cette période de crise. Vous avez l'impression que toute la politique monétaire qui a tourné autour pour fixer le taux de change a réussi? Mais vous vous êtes bien rendu compte qu'il y a eu des spéculations? Vous vous êtes bien rendu compte que pour une fois, le dollar a perdu sa valeur sur le marché parce que personne n'en avait besoin, parce qu'il n'y avait pas des choses à importer, simplement parce que chaque pays s'est refermé sur lui-même et donc nous devrions avoir besoin plutôt des francs congolais pour aller acheter des biens dans nos différents milieux de production, ce que le chef de l'État a essayé de faire. Et ça, c'est une démonstration du fait qu'en cas de situation difficile, nous n'avons qu'à nous replier sur nous-mêmes. Mais parce que la vague est en train d'être maîtrisée ou de passer, il est important qu'on tire les leçons et qu'on se dise comment on fait pour que si jamais une crise prochaine arrive, on soit résilient. Et je pense qu'on ne peut être résilient qu'en développant le travail localement. Et ça, je ne parle pas du travail dans le secteur primaire, je parle du secteur primaire, secondaire et le reste. Vous savez, une des choses que nous pouvons être en mesure de tirer comme leçon, et ça n'a rien d'économique, ça a à voir avec l'efficacité réelle, c'est que les systèmes de santé qui ont marché le plus dans le monde, ce sont les systèmes de santé qui sont connectés, informatisés. Les écoles et les universités qui ont continué à fonctionner sont des écoles qui ont un système informatique en place. L'une des leçons que nous devons être en mesure de prendre, c'est que nous devons engager la transition numérique et la transformation numérique de tous les pays, de tous les services. Dans tous les pays du monde, aujourd'hui, le paiement, il est de plus en plus cashless qu'avant, parce qu'on s'est rendu compte que le billet d'argent, il est lui-même porteur de saleté et donc probablement de contamination. Mais le service, si on peut l'avoir à la maison, vous n'êtes pas obligé d'aller à la commune pour demander un document, vous pouvez le demander en ligne. Mais tout ça impose clairement que seulement le dernier maître soit le maître qui demande la rencontre physique entre le demandeur et le bénéficiaire du service public. Et je crois qu'au regard du niveau d'informatisation des grandes sociétés comme Heineken, comme Vodacom, comme Airtel, comme Orange, ou comme les autres entreprises privées qui sont ici, il est tout à fait possible que l'État lui-même s'informatise et qu'il puisse être en mesure de donner des services aux Congolais. Et vous savez, l'avantage là-dessus, c'est que nous aurons une distance zéro vis-à-vis des citoyens, où qu'ils soient. Parce que vous vous rendez bien compte aujourd'hui, la distance physique est une véritable distance par rapport à l'État. Et on a un État qui existe à Kinshasa et qui ne dépasse même pas le boulevard du 30 juin. Dès que vous passez de l'autre côté, c'est un autre pays. Et je crois simplement que c'est une opportunité aussi pour le pays d'engager sa transformation numérique. Parlons de la responsabilité de l'État pour l'après-crise. Comment estimez-vous que l'État, quels sont les moyens que l'État devrait engager pour justement arriver à relever l'économie, les activités économiques? On s'est rendu compte que la situation dans laquelle nous sommes, aussi bien du point de vue économique que du point de vue sanitaire, est la conséquence de la corruption et de la concussion et du mauvais comportement des citoyens. C'est des choses sur lesquelles on doit tourner la page et on doit se dire, devenons des gens sérieux, devenons des gens intègres, devenons une communauté qui veut bénéficier des avantages qui sont donnés à tout le monde. Deuxième chose, c'est qu'on doit engager la transformation numérique, comme je l'ai dit, afin de pouvoir donner la chance et les services publics à tout le monde. La troisième, elle est tout à fait importante, c'est qu'il nous faut accélérer le développement énergétique, qui va accélérer le développement industriel, qui va accélérer le développement de l'agriculture. Parce que l'agriculture, pour l'agriculture, c'est des pertes inutiles. Dès que vous augmentez la production, si vous n'avez pas la capacité de stocker et de transformer, vous savez tous que ça ne marche pas. Donc il est important qu'on ait un sens logique dans le cadre du développement. Et ici, moi, j'en appelle de manière assez claire à toutes les autorités à réouvrir le plan stratégique national de développement qui est complètement obsolète aujourd'hui et y inclure une vision post-Covid, en tirant toutes les leçons de toutes les faiblesses qui nous ont encore été démontrées de manière assez claire à cause de cette crise. Et je crois que oui, c'est du travail du chef de l'État et du chef du gouvernement, mais c'est surtout le travail des scientifiques et des hommes qui se prétendent intelligents de pouvoir être en mesure d'apporter une réponse réelle, une réflexion profonde. Et moi, j'en appellerai aux États généraux de l'économie pour être en mesure de recréer un Congo différent.
Et moi, j'en appellerai aux États généraux de la fiscalité pour être en mesure de recréer un nouveau contrat fiscal entre les citoyens et l'État congolais pour être en mesure de dire, au cas où nous avons une crise similaire à celle que nous avons aujourd'hui, quels sont les outils dont dispose l'État pour donner des réponses. On s'est vu que l'État était complètement démuni. La raison pour laquelle il a été démuni, c'est aussi le simple fait que 90% de notre activité économique est dans l'informel. Ça veut dire des gens qui ne contribuent pas du tout à l'avoir collectif. Exactement. À côté de ça, moi, je pense que les questions de santé doivent être concentrées. Il n'est pas logique que l'on tienne compte des décisions prises à Kinshasa pour agir à Kabare dans le sud Kivu. C'est complètement insensé. Il est ridicule de voir un grand professeur comme le professeur, j'allais dire Muyembe, c'est plutôt le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, refuser de travailler simplement parce qu'il n'y a pas les moyens de travail. Parce que le moindre approvisionnement doit venir de Kinshasa, ils n'ont pas l'autonomie. Les questions de santé sont des questions de proximité. Il est illogique aujourd'hui de penser que, contrairement à ce que dit la Constitution, on ne devrait pas concentrer les moyens de l'État, y compris dans la manière de donner les soins aux gens à Kinshasa. J'ai entendu d'ailleurs une fois dans la presse que le patron de la santé du Congo central se plaignait du fait qu'il leur manquait, y compris des blousons pour que les médecins soient en mesure de travailler, il leur manquait des tests. Il est ridicule et bête de constater que même pour confirmer des cas de maladie, on doit ramener des échantillons de l'intérieur jusqu'à Kinshasa, pour les tester à Kinshasa. C'est des choses qui n'ont aucun sens. Et c'est ce genre de choses qu'on doit donner des réponses de manière tout à fait claire. Le gouvernement Sama Lukonde est attendu. Quelles sont vos attentes par rapport à ce gouvernement de manière précise pour l'économie, pour la relève des activités? D'abord, une nouvelle culture de vie commune. Il va falloir que la question de corruption soit traitée avec sévérité, une redevabilité viable, une transparence. Mais moi, quand je regarde le Premier ministre et je regarde son âge, je connais son parcours, je me dis qu'il a un devoir, c'est de moderniser l'État, c'est de moderniser la manière dont l'État donne les services publics aux citoyens. Il est très important qu'on ne soit plus un pays archaïque comme on l'est aujourd'hui et qu'on organise notre économie et qu'on donne une chance aux plus petits d'entre nous. Vous savez, il est inacceptable que nous reproduisions l'esclavage dans notre propre pays. Quand vous regardez le comportement que nous avons vis-à-vis de ce que nous appelons les villageois, les gens qui sont dans les milieux ruraux, nous leur volons leur vie, nous leur volons leur opportunité. Et en fait, nous vivons aux dépens des milieux ruraux comme l'Europe ou l'Occident vit aux dépens de l'Afrique. Et je trouve cela complètement inhumain. Et ça a un mauvais côté, c'est que si ces gens-là ne sont pas mis à contribution pour produire en République démocratique du Congo, bien entendu, notre PIB par tête d'habitant va rester faible parce que 80% de notre population sont mis de côté et ne travaillent pas de manière formelle et organisée. Et donc, moi, je pense que si nous devons être en mesure de donner du service public et des opportunités, il faut commencer par ceux à qui nous les avons volés pendant très longtemps, pendant 60 ans, et à mon avis, c'est les milieux ruraux. À partir de ce moment-là, il deviendra possible pour lui de pouvoir mettre en place un plan stratégique de développement qui donne des résultats rapides et avancés. Vous savez, quand vous regardez bien deux cartographies, la cartographie de la pauvreté sévère de notre pays et la cartographie des guerres à l'Est, c'est exactement la même chose. C'est exactement aussi la cartographie de l'absence de l'État. Partout où on a des groupes armés, à côté, il y a des réserves minières qui sont exploitées artisanalement, ce qui est une autre bêtise de notre code minier. À côté de ça, c'est des endroits où l'État n'est pas présent et c'est des endroits où il n'y a pas d'opportunité pour les jeunes. Alors la seule opportunité qu'ils ont, c'est d'aller dans ces groupes armés parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et je pense que c'est un message aussi qui est, à mon avis, tout à fait naturel, qui nous permet de réfléchir en disant si vous ne donnez pas des opportunités aux gens, la première opportunité qui leur se présente à eux, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, ils vont la capter. Et je crois que là-dessus, il y a une leçon fondamentale à prendre.
Il y a aussi le problème des voies de communication. Vous estimez que le gouvernement devrait s'y pencher maintenant parce que nous apprenons que les sacs de maïs pourrissent à l'intérieur du pays, ne peuvent pas venir. Et il n'y a personne qui est capable de dire combien de sacs de maïs sont en train de pourrir. Et là-dessus, il ne s'agit même pas des infrastructures physiques, il s'agit de l'électronique. Le monde entier, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, ont des systèmes informatiques agricoles qui permettent de savoir où se trouve quoi. Vous savez, si on démontre avec les informations quantifiées de quoi il s'agit, peut-être qu'une logistique intelligente pourra se placer. Peut-être que les gens vont se rendre compte qu'il vaut mieux investir dans ces routes-là parce qu'elles peuvent être payantes. Et là-dessus, moi, j'ai juste envie de dire, autant... Mais il n'y a aucun service de l'État, vous êtes sûr, qui a ces éléments? Autant l'Europe et l'Occident, en général, ont privatisé les autoroutes, autant nous devrions, nous, très rapidement, privatiser les routes des dessertes agricoles afin qu'elles soient financées par des privés et que ceux-ci tirent bénéfice des investissements qu'ils ont faits. Si des pays comme le Royaume-Uni, qui est un pays riche, arrivent à privatiser les infrastructures scolaires, des prisons et d'autres infrastructures à vocation régalienne, vous vous rendez bien compte que c'est un modèle qu'il faut suivre dans la mesure où l'État congolais n'a pas nécessairement les moyens d'intervenir partout à la fois de manière quantitative, sans se projeter dans des risques financiers. Et je crois simplement que, comme vous le disiez tout à l'heure, malheureusement l'État congolais n'a pas les statistiques. Moi, je suis de très près les chiffres de l'État. Par exemple, l'Institut national des statistiques, le dernier rapport qui a été produit date de 2017. Alors, si on doit prendre en 2021 des décisions sur des rapports de 2017, ça veut dire simplement qu'on ne comprend pas ce qu'il y a à faire. Et l'État congolais n'investit pas suffisamment d'argent dans la recherche de l'information. Mais là-dessus, je ne parlais même pas de l'information de base, je parlais d'information informatisée. Et aujourd'hui, le téléphone portable est largement suffisant pour être en mesure de collecter ces informations. Il suffit d'avoir des logiciels et d'être en mesure de pouvoir avoir des points de contact dans chaque village. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons réussir à mettre en place. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que la plupart des gens qui sont dans les milieux que vous décrivez et qui produisent et leurs sacs pourrissent, c'est simplement parce qu'ils ne produisent pas ce dont réellement les gens ont besoin de manière exprimée. Ça veut dire qu'ils produisent d'abord et ils attendent que quelqu'un vienne acheter. Mais vous savez que tout ça peut être mis sur un seul marché électronique. Le Kenya le fait, la Tanzanie le fait, l'Ouganda le fait. Je ne crois pas qu'il soit possible que nous ne soyons pas en mesure de le faire. Mais encore une fois, c'est toujours un choix entre décider d'investir de l'argent dans la production agricole ou d'investir de l'argent dans le système agricole. Vous me posez la question, je vous dirais, mettons de l'argent dans le système agricole, le tout sera mis en place. Même les routes de desserte agricole dont on est en train de parler, ou les routes tout court, ou les infrastructures de base, elles sont les conséquences de la demande économique. Et je crois que là-dessus, si on montre de quoi on a besoin, il devient possible que les gens investissent dedans. On ne peut pas faire en plein 21e siècle les choses comme on l'a fait au 19e ou au 20e siècle. Il y a des choses sur lesquelles on doit être flexible. Et si vous me posez la question de savoir qu'est-ce que j'aimerais dire au Premier ministre, c'est qu'il faut qu'il innove, il faut qu'il quitte les sentiers battus, il faut qu'il fasse des choses différentes pour être en mesure de donner des résultats. En 60 ans, on a refait la même chose, on a écouté les mêmes personnes, on a fait les choses de la même manière, on a donné trop de place aux institutions internationales, en ce compris la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les autres, mais ça n'a pas donné de résultats. Il faut avoir le courage de dire, changeons. Et changer, ça veut dire en fait innover, faire des choses complètement différentes pour être en mesure de résoudre les vrais problèmes. Exactement. Nous sommes en train de chuter M. Kitenge. Nous allons parler de l'apport des universités. Avez-vous eu l'impression que pendant cette crise, les universités nous ont donné des solutions, nous ont proposé des alternatives concrètes pour gérer cette crise? Non, si vous regardez très bien, parmi les gens qui ont connu beaucoup de mortalité, les professeurs d'université. Quand vous allez regarder de près, c'est que c'est des gens qui ont un âge très avancé, et ça c'est un autre message de Covid, mais également des gens qui n'avaient pas nécessairement la sécurité sanitaire qu'il nous faut. Lorsque vous allez à l'université de Kinshasa, par exemple, et vous allez regarder le cadre de vie des professeurs d'université, vous posez la question de savoir si eux-mêmes, les professeurs d'université, sont normaux ou il y a un problème à résoudre avec eux. Mais ça, je mets de côté. Quand je regarde leur incapacité à pouvoir prendre en charge leur propre milieu de vie, je me dis probablement que ce n'est pas d'eux que nous devrions attendre des résultats. Et ça, malheureusement, ça se montre être la même chose, y compris vis-à-vis des autres universités, parce qu'on s'est rendu compte que aucune université qui enseigne la médecine n'a donné des schémas de suivi ou de sortie. Aucune de nos universités n'a travaillé avec son laboratoire de recherche pour proposer des médicaments. Les rares médicaments qui ont été proposés par des privés
qui travaillent pour leur compte et qui ont pu donner plus ou moins un certain nombre de solutions. Et d'ailleurs, je voudrais ici saluer la chute d'un baobab, de la pharmacologie et de la pharmacie, qui est le pharmacien qui nous a quittés aujourd'hui, l'inventeur de Manacovid et des Manadiar et de tous les autres médicaments. Et j'espère beaucoup qu'il est tombé naturellement, parce que, comme vous le savez, ce genre de personnes sont des fois mises à rude épreuve simplement parce que leurs intérêts ne correspondent pas aux intérêts de la grande partie de l'industrie pharmaceutique. Et donc, je voudrais dire que nos universités sont restées encore une fois spectateurs, n'ont pas contribué à donner des résolutions ni économiques, ni sociales, encore moins médicales. Je crois qu'il y a un gros problème. Nous devons être en mesure de questionner notre système d'enseignement pour que cette crise devienne une véritable opportunité pour nous remettre en question et vouloir définir les hommes de demain pour les défis de demain. Okay. Au vu de toutes ces choses, quel héritage nous aura laissé cette crise? Héritage sanitaire, héritage économique? J'espère beaucoup que, à l'issue de cette crise, la République démocratique du Congo, à l'initiative des citoyens ou des dirigeants ou des professionnels, se sera questionné sur son système sanitaire. Et si on se questionne sur ce système sanitaire, peut-être qu'on peut le réinventer. J'espère beaucoup aussi que nous aurons le courage et la force de réinventer notre modèle économique collégial. Je suis promoteur de l'économie circulaire et solidaire et je reste convaincu que si nous allons tous mieux, le pays ira mieux. Aujourd'hui, on se rend compte que l'économie informelle n'est pas du tout une opportunité, n'est pas une solution durable pour le pays. On s'aperçoit qu'importer des biens que l'on peut produire localement est la plus grosse sottise qu'un peuple puisse faire. Et au moment où chacun se referme sur lui-même, nous nous retrouvons abandonnés. Et j'espère beaucoup que ces leçons seront assez bien prises par l'État congolais, qui comprendra aussi qu'on ne peut pas continuer à accéder au face-à-face et qu'il faut informatiser les services pour que nous soyons en mesure d'offrir des services à distance et des services à grande vitesse, des services contrôlés. Vous savez, même la médecine, elle est aujourd'hui faite en grande partie à distance. L'enseignement est en grande partie à distance. Et si vous prenez que les deux, l'offre de santé et l'offre d'éducation, sont les premières nourritures pour un peuple, vous vous rendez bien compte que l'informatisation devient une question d'une extrême urgence. J'espère beaucoup que les dirigeants nous comprennent pour ça. Monsieur Alkitenge, c'est la fin. Au vu de toutes ces choses, quelle serait votre conclusion? Nous avons un très beau pays avec un territoire large, une population jeune et nombreuse. Il faut juste apprendre à avoir le bon logiciel pour nous mettre au travail de manière correcte. Mais il y a une condition fondamentale, c'est l'intégrité. Il faudrait que le pays soit géré de sorte que plus personne ne soit en mesure de piller les autres. On n'en a que trop vu. Il est important que nous comprenions que quel que soit le niveau de richesse que vous pouvez avoir, si vous l'avez volé, vous n'avez pas de dignité. Si vous avez volé, vous êtes un prisonnier à ciel ouvert. Tôt ou tard, on finira par vous coincer. Et il est important que les gens s'aperçoivent que cette maladie est un wake-up call, comme on dit en anglais, c'est un réveil pour que nous apprenions à construire un pays qui marche pour tout le monde. C'est la fin de cette émission. Nous recevions pour vous M. Alkitenge, qui est analyste économique et stratège. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi Média Business Télévision. Merci d'avoir suivi Tableau économique. Je vous retrouve très prochainement sur les mêmes antennes avec le même plaisir. Au revoir.